Non mais, vous croyez vraiment qu'on allait faire ça? Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode Entrée en lice. Si je vous demande de réfléchir à deux types de guerriers qui, au cours de notre histoire, se battaient devant du public, certainement qu'en premier vous allez penser aux gladiateurs et aux fameuses arènes romaines, et, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que la deuxième figure de guerrier combattant devant du public à laquelle vous allez penser, c'est certainement les chevaliers. Effectivement, ces deux types de guerriers combattaient lors de ce qu'on peut appeler des spectacles, même si évidemment c'est assez réducteur, mais on va développer. Mais bien qu'ils combattaient devant un public qui était venu pour se divertir, est-ce que les deux contextes étaient si similaires que ça? Avec l'aide de l'équipe d'Acta, nous allons voir ensemble les similitudes et les différences entre les différents acteurs, les gladiateurs dans un cas et les chevaliers dans l'autre. Ensuite, nous verrons évidemment le contexte dans les deux cas de figure, et enfin, nous finirons par nous intéresser à la spécificité du combat de gladiateurs par rapport au combat de chevaliers, que j'ai déjà largement abordé sur cette chaîne quand même. Si on prend la définition du Larousse, chevalier signifie combattant à cheval, noble admis dans l'ordre de chevalerie au Moyen-Âge. Bon, c'est quand même un peu vague, peut-être qu'on peut être plus spécifique en s'intéressant au terme chevalerie. La chevalerie, c'est en quelque sorte une force militaire dont les membres combattaient à cheval. Et c'est tout, d'ailleurs, en tout cas au début. Ce n'est vraiment qu'à partir du XIIe siècle que les membres de la chevalerie appartiennent à la noblesse, que ce soit de la petite noblesse aux membres les plus haut placés. Ils combattaient très souvent sur le dos d'un cheval, et après, ils pouvaient être au service d'un suzerain, ou même être le suzerain lui-même. D'un point de vue militaire, la chevalerie se distingue de ce qu'on peut appeler un peu péjorativement la piétaille, c'est-à-dire les combattants à pied. Mais il faut quand même nuancer, parce que bien qu'à la base la chevalerie ait une origine guerrière, tous les chevaliers n'étaient pas forcément des combattants. Le sujet est évidemment beaucoup plus complexe et vaste que ça, mais pour les besoins de cette vidéo, ce sont vraiment les chevaliers combattants qui nous intéressent. Et si jamais vous avez envie d'en apprendre plus sur la chevalerie, je vous invite à aller voir cette vidéo, mais bon, restez quand même un petit peu jusqu'au bout, faites-moi plaisir. En tout cas, ce sont ce qu'on peut considérer comme des combattants professionnels, et l'âge d'or de la chevalerie, notamment en France, se situe lors de la période qu'on appelle le Moyen-Âge central, c'est-à-dire du XIe jusqu'au XIIIe siècle. Même si évidemment il n'y a pas eu de cassure nette, que ce soit dans l'apparition ou la disparition, comme pour tous les sujets en histoire. En tout cas, après ça, bien que la notion de chevalerie sera toujours fortement présente, elle aura de moins en moins d'impact, notamment sur le champ de bataille. Et ce, par exemple, beaucoup pendant la guerre de 100 ans. Les Français l'ont bien appris à leurs dépens lors de la bataille d'Azincourt, par exemple. Perfide Albion, là. On est donc ici sur une personne appartenant à la noblesse, donc une classe sociale plus ou moins élevée, même si tous les nobles n'étaient pas pétés de thunes, il y avait des nobles pauvres aussi, combattant généralement en armure, là aussi plus ou moins en fonction des siècles évidemment, et dont le métier est, entre autres, de faire la guerre. Encore une fois, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais je vous donne l'idée. Et d'ailleurs, sachez que le terme chevalier existe aussi du côté de la Rome antique. Les chevaliers pendant la Rome antique, c'était des citoyens militaires très fortunés qui combattaient notamment dans les rangs équestres de l'armée romaine. Et ils pouvaient avoir un poids politique assez important. En gros, c'était les citoyens les plus haut placés socialement, juste en dessous des sénateurs. Du coup, transition. Qu'en est-il pour les gladiateurs de la Rome antique? Si on s'en tient à ce que nous racontent généralement les films, on a l'image du pauvre esclave devant combattre par obligation pour se racheter sa liberté, ou un condamné à mort devant combattre coûte que coûte pour sa vie, en espérant pourfendre tous ses adversaires qu'il rencontrera lors de sa carrière forcée. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez bien, c'est pas du tout ça. Les gladiateurs ont toujours été des combattants volontaires. Ce ne sont ni des condamnés à mort, ni des esclaves forcés à le faire. Donc voilà, bien que le film Gladiator soit un chef-d'œuvre cinématographique, voyez ça comme si c'était un film de fantasy, voilà, dans un monde complètement parallèle. Mais du coup, quel est donc ce statut à ces gens-là? Alors, commençons par préciser. Un gladiateur ne peut pas être un homme libre ou un citoyen romain. Car durant son affrontement, il se peut que la mort advienne, même si ce n'est pas le but. Alors, on ne peut pas risquer la vie d'un homme libre ou d'un citoyen romain, surtout sans procès. C'est pour cela que le gladiateur est sous le statut d'homme servile. Il appartient à son laniste, il appartient au propriétaire de l'école. On se souvient aussi que si bien tous les citoyens romains sont des hommes libres, tous les hommes libres n'ont pas la chance d'acquérir le statut de citoyen romain. Alors finalement, pour avoir un gladiateur, deux choix s'offrent à nous.
Dans un premier temps, le laniste, tout simplement, va aller sur un marché d'esclaves, s'acheter un homme et en faire un gladiateur. Mais il y a aussi une deuxième possibilité, qu'un homme libre fasse pleinement le choix de s'engager dans une école et vendre sa liberté contre un salaire. Il devient ainsi ce qu'on appelle un addictus. Alors il peut faire ce choix pour éponger des dettes par exemple, ou tout simplement parce qu'il aime le combat et la gloire du spectacle, un petit peu comme nous. Dans tous les cas, l'addictus appartient à son laniste le temps de son contrat, mais dès que celui-ci est terminé, il retrouve son statut d'homme libre. Aujourd'hui, on appelle ça un stagiaire. Eh bien, dans le cadre des gladiateurs, on appelle ça des octorati, car ils ont signé l'octoramentum, le contrat qui les lie à leur laniste. Alors il est certain que dans ce choix de carrière, l'appât du gain est sûrement un élément important pour attirer de futurs combattants. Mais il ne faut pas oublier que le plaisir de combattre, la célébrité, la gloire et le fait de participer à un grand rituel sont aussi des éléments décisifs pour attirer de futurs gladiateurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, tout le monde pouvait devenir gladiateur, même les aristocrates. Les seuls qui ne pouvaient pas devenir gladiateurs étaient les sénateurs et les chevaliers, dont on a parlé plus tôt, du coup mélangez pas, là où je parle des chevaliers de la Rome antique. Parce que quand on devient un gladiateur et plus globalement un artiste du monde du spectacle, on est touché par ce qu'on appelle l'infamia. Pour faire simple, c'était plutôt très mal vu de se mettre en scène lors de la Rome antique. Donc tu perdais ton honneur ainsi que quelques droits d'homme libre. Par exemple le droit de participer à une procédure judiciaire. Et le problème c'est que pour récupérer tous ces droits d'homme libre, il fallait mourir. Pas pratique. Donc par exemple, si tu mettais un terme à ta carrière de gladiateur, l'infamia te suivait quand même toute ta vie. En tout cas, pour résumer, on avait soit des esclaves qui se mettaient d'accord avec leur maître pour devenir gladiateurs, soit des hommes libres qui se vendaient à un laniste pour devenir gladiateurs. On ne sait en revanche pas vraiment la proportion qu'il y avait entre l'un et l'autre parmi les gladiateurs. Donc maintenant, allons voir dans quel contexte ils se mettaient en scène. On peut commencer à parler de vrais tournois codifiés à partir du XIVe siècle. Avant les tournois, c'était plutôt des simulations de bataille où la seule différence concrète avec une vraie, c'est qu'il fallait pas s'entretuer. Ce qui est déjà un bon point du coup, quand même. Les deux camps choisissent le champ de bataille ainsi que les modalités de la baston. Elle durait en général d'1 à 2 jours et le but était de multiplier les rançons, donc de capturer le plus d'adversaires possible. Aubaine pour les jeunes chevaliers qui voulaient se faire repérer par un seigneur, et ces tournois étaient aussi l'occasion de s'entraîner à la guerre. C'est pour cela qu'on avait surtout des bonnes grosses mêlées et très rarement des duels. Mais du coup, le contexte qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est à partir du XIVe. En effet, celui-ci s'illustre par la complexification et la codification progressive de cette pratique. Bien que les tournois restent toujours un moyen de s'entraîner à la guerre, il devient aussi un moyen de distinction aristocratique réservé aux chevaliers. Ici, on ne combat plus au milieu d'un champ, mais dans une lice, temporaire ou permanente, prévue spécialement pour ce type d'événement. On met de plus en plus en avant ces armoiries, la pratique s'individualise et se caractérise par une mise en scène de plus en plus élaborée. La prouesse personnelle au sein de la mêlée prend aussi plus en plus de place, et on y voit apparaître les premiers tournoyeurs professionnels, si on peut dire ça comme ça. Le public devient un acteur essentiel de ces événements. Et les tournois se pensent comme des fêtes, célébrant les thèmes littéraires des romans de chevalerie, comme par exemple les légendes arthuriennes. Et c'est vraiment au XVe siècle que l'on voit l'apogée de cette évolution, marquée notamment par la diversification et la spécialisation des types d'affrontements. À pied ou alors à cheval lors des joutes, où sont intégrées de multiples références littéraires et éléments spectaculaires. Et aussi, les formes de combat en duel se démocratisent de plus en plus. Si on veut résumer en simplifiant, il y avait deux formes de duels que l'on pouvait retrouver au cours de ces événements. Les duels à outrance et ceux à l'inverse dits de plaisance. Les duels à outrance, c'est là où, bien qu'il n'y ait pas forcément des morts à la fin du combat, en tout cas il y a une volonté de vraiment nuire à son adversaire. J'ai beau être matinal, j'ai mal. C'est là qu'on retrouve notamment les duels judiciaires dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Elle date un petit peu, mais vous pouvez toujours aller la voir. L'autre forme, le duel de plaisance, représente beaucoup mieux le contexte de tournoi dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, qui englobe les duels d'honneur, les fêtes d'armes, les pas d'armes et les emprises d'armes. Où là on ne cherche pas à nuire à son adversaire de manière volontaire, mais vraiment à offrir un beau combat et un beau spectacle pour les gens. On attend des combattants qu'ils fassent preuve de prouesse technique et non pas qu'ils tuent leur adversaire. En tout cas, le tournoi devient bien plus qu'un simple prétexte pour se foutre joyeusement sur la gueule, mais bien une mise en scène destinée à montrer au peuple que la noblesse reste le groupe social supérieur.
Le tournoi s'impose ainsi comme un modèle de justification destiné à mettre en valeur la supériorité d'un groupe dont l'identité se manifeste autour d'une grande fête. En gros, c'est pour montrer que les nobles, c'est eux les patrons. Et du côté des gladiateurs, c'est quand même un peu différent. La forme la plus aboutie sur laquelle on va s'appuyer pour cette vidéo, c'est la gladiature lors de la période impériale de l'Empire romain. Parce que bon, je sais pas si vous savez, mais la civilisation romaine, ça englobe quand même quelques siècles. Donc on peut pas dire la gladiature c'est comme ça, parce que ça a quand même pas mal évolué au cours du temps. En tout cas, voici un petit résumé de l'évolution de cette pratique pour arriver à ce qui nous intéresse. Dans un premier temps, on va retrouver à partir du 3e siècle, avant notre ère, ce qu'on appelle les proto-gladiateurs, ou bustuari, les combattants de bûchers funéraires. Ils s'affrontent donc pour des événements privés, où ils vont offrir leur sang et leur sueur pour le défunt et la mort. C'est à partir des 2 derniers siècles avant notre ère, qui sont aussi les derniers siècles de la République, qu'on va voir cette proto-gladiature pas mal évoluer. Si Rome fait de nombreuses conquêtes, elle intègre aussi de nouvelles cultures. Initialement, au sein des bustuarii, il n'y avait qu'une seule panoplie, celle du guerrier grec, au grand bouclier rond et à la lance. Mais on voit petit à petit de nouvelles panoplies, celle du celte, du samnite et du thrace par exemple. Ainsi, ces nouvelles cultures s'intègrent aux rites funéraires, rites qui s'ouvrent progressivement au public aussi. Ainsi, on parle à partir de ce moment de gladiature ethnique. C'est aussi pendant ces 2 derniers siècles que la gladiature va se professionnaliser, avec des entraîneurs dédiés et les premières stars. Mais c'est surtout durant le 1er siècle avant notre ère que tout bascule, car la gladiature devient enfin un grand spectacle populaire. Et on passe ainsi des panoplies dites ethniques aux panoplies techniques. Le samnite devient le provocateur, l'hoplite devient l'hoplomaque. Et de toutes nouvelles panoplies inédites font leur apparition, comme le retière ou le sécutor. Ainsi, la gladiature s'inscrit au sein des ludi romani, les grands jeux romains avec le théâtre et la course de chars dans le cirque. C'est un grand spectacle qui déchaîne les passions, attire les foules et rapproche les peuples. Alors, si on n'est pas au niveau de violence de Gladiator, ça reste aussi un spectacle sanglant. Et c'est normal, car c'est un munera, un don de soi. Le gladiateur offre son sang et sa sueur dans un grand rite, en l'honneur de l'Empire, de l'empereur et des dieux. C'est vraiment lors de la Pax Romana, la période de paix instaurée par la domination indéniable de l'Empire romain sur le pourtour méditerranéen, que l'activité connaît son apogée. La gladiature devient un des fers de lance du développement d'activités sociales et culturelles unificatrices. C'est beau, putain. Bon, maintenant qu'on a bien posé le contexte, il est peut-être grand temps de parler bagarre. Le nombre de sources concernant le combat en armure et notamment en tournoi est assez conséquent. C'est un sujet qu'on a abordé sur pas mal de vidéos de la chaîne, dont la vidéo sur la hache d'armes et celle sur l'épée longue. Je vous invite fortement à aller voir ces vidéos pour compléter ce qu'on va dire ici, qui va surtout être une synthèse de tout ce qu'on peut retrouver dans les combats chevaleresques lors des tournois en armure à partir du XVe siècle. En ce qui concerne le combat à pied, qui nous intéresse plus pour comparer par rapport aux gladiateurs, il y a plusieurs armes qui ressortent souvent dans les sources. Le combat à l'épée, notamment en demi-épée, où l'on retrouve d'ailleurs des épées d'armes, qui sont des épées spécifiquement adaptées pour le duel en armure, avec au minimum une rondelle sur la lame pour protéger la main avant du porteur, mais parfois on retrouve des épées un peu plus fantasques avec des pointes sur les pommeaux et des crochets sur la garde. Le combat à la hache d'armes, cette fameuse hache qui possédait un taillant ou un bec de corbin, ainsi qu'un maille et une dague. Et aussi le combat à la lance, bien que celui-ci soit bien plus courant à cheval, mais l'utilisation de la lance à pied est attestée dès le XVe siècle. En n'oubliant pas bien sûr les techniques de lutte avec et sans dague lorsque l'on se retrouve désarmé de son arme principale. Et vous avez là de multiples formes d'opposition possibles entre deux combattants, qui bien sûr possédaient les mêmes armes préétablies à l'avance, on n'est pas dans Game of Thrones. Et ajoutez à cela la possibilité de se munir parfois d'un petit bouclier, du genre un bocle ou une targe, vous avez donc énormément de manières de combattre lors des tournois. Il n'est pas vraiment possible de vous dire spécifiquement quelles étaient les règles lors des combats à pied, car elles pouvaient varier très souvent d'un tournoi à l'autre. Quoi qu'il en soit, on sait que certains combats étaient organisés autour d'un nombre de coups maximum à donner pour justement éviter que ça s'éternise. On ne cherchait pas forcément à ce qu'il y ait un gagnant, mais l'issue du duel pouvait se décider si un des deux tombait au sol ou faisait une sortie de lice.
Ce qui est attesté par le nombre assez conséquent de techniques présentées par les divers maîtres d'armes pour mettre son adversaire au sol ou hors de la lice. Un combat pouvait aussi se terminer lors de la perte d'une pièce de l'armure. C'était encadré par des héros ou des rois d'armes, qui devaient veiller à ce que les armes et les armures soient bien aux normes pour le combat et que les combattants respectent les règles préétablies. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur un équipement très proche de l'équipement de guerre. Les armures, en dehors de la joute, sont sensiblement les mêmes. Les armes aussi, bien que vous avez vu, on y apporte des petites modifications en fonction du type de duel. Et les techniques sont des techniques qui peuvent tout aussi bien être utilisées lors de combats à mort. À tel point que parfois dans les sources, il est difficile de savoir si l'auteur nous présente un combat de plaisance ou un combat à outrance. Pour ce qu'il en est du combat de gladiateurs, on est très loin de tout ça et c'est même extrêmement codifié en fait. En effet, dans les différentes sources que l'on retrouve concernant la période du Haut Empire romain, donc comme on vous l'a dit, l'âge d'or de la gladiature, on retrouve 5 formes principales de duel. Il en a existé d'autres, mais le pourcentage de preuves qu'on a retrouvé est tellement faible que je vais me contenter de vous parler des 5 principales. On a d'abord Provocator contre Provocator, Thrace contre Myrmillon, Thrace contre Hoplomach, Myrmillon contre Hoplomach, et enfin Rétiaire contre Sécoutor. Il y a d'autres mentions de gladiateurs dans certaines sources, je pense notamment aux Cissor ou Équitès, mais les sources, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup moins nombreuses que pour les 5 formes que je viens de vous citer. Chaque maison de gladiateurs avait un style de combat et un équipement spécifique, et en plus de ça, les gladiateurs étaient classés dans 6 rangs différents, qui définissaient en gros leur qualité de gladiateur et du coup le montant de la prime qui devait être mise pour les avoir. Mais du coup, qu'en est-il vraiment de l'organisation d'un combat en lui-même? Pour commencer, un combat de gladiateurs, c'est toujours un duel, et cela, quelle que soit l'armaturae. La personne qui est en face de nous a toujours une panoplie bien précise et prévue à l'avance. Autre fait intéressant, les combats s'organisent au sein des combattants de la même école. Cela veut dire qu'on a en face de nous un collègue de travail avec qui on a l'habitude de s'affronter. On se connaît. Ce n'est donc pas un adversaire, mais un partenaire avec qui on va essayer de faire le plus beau combat. Et ce fait rajoute une bonne raison de ne pas chercher à tuer son partenaire, puisqu'on le connaît. Et c'est pour ça que les gladiateurs utilisent ceci, une dague, une arme courte, avec laquelle on ne va pas faire des stocks ou de grands mouvements de taille. On ne veut pas faire de blessures mortelles. Les gladiateurs vont plutôt l'utiliser ainsi. On part de la hanche et on tend le bras pour contourner la protection de l'adversaire. Et ensuite, on tire pour faire une entaille, un geste bien précis qu'on peut maîtriser. La blessure est superficielle, le sang coule, mais à aucun moment on ne risque une blessure mortelle. Si l'un des gladiateurs est trop blessé, il lui suffit de lever le doigt pour abandonner. Sans oublier non plus les coups de bouclier, qui sont bien sûr autorisés, car même certaines panoplies en ont fait leur spécialité. Myrmillon, Sécoutor et surtout Provocator vont pouvoir largement s'adonner à ce type d'attaque. Et ainsi, essayer d'attendrir un petit peu leur adversaire. Mais comment se faisait le choix de sa maison? Est-ce qu'on prenait un petit chapeau magique qui nous disait ce qu'on allait devenir? Alors voici notre hypothèse actuelle quant à la progression d'un gladiateur. D'abord, on commence par le Provocator, la panoplie de base avec laquelle on va apprendre tous les gestes que doit faire un bon gladiateur. Après, on va partir dans 2 familles. Soit dans un premier temps, les Parmati, les combattants à petits boucliers. On a notamment le Thrace, dague courbe, bouclier carré. C'est un travail d'harcèlement où on va essayer de contourner l'adversaire pour réussir à le toucher. Ensuite, vient l'Hoplomach, lance, bouclier rond et dague. On harcèle à distance, on gêne, on fatigue pour ensuite s'approcher et entailler. Ça commence à devenir particulièrement technique. Surtout qu'on va terminer avec le Rétiaire, combattant léger par excellence. Pas de casque, pas de bouclier. On a un trident avec lequel on maintient la distance et un filet qu'il faut lancer pour réussir à entraver son adversaire et à le piéger, pour réussir ensuite à entailler une fois que l'adversaire a été maintenu en bonne sécurité. Dans un deuxième temps, on a donc la famille des grands boucliers, les Scoutati. Si on part dans cette famille, on va commencer avec le Myrmillon. Un grand bouclier rectangulaire, on est bien protégé et on joue
sur la charge et la contre-offensive. Qu'on soit face aux traces ou face à l'Oplomach, il faut réussir à casser la distance. Trouver la bonne faille dans les attaques de l'adversaire pour réussir derrière à toucher. Et après ça, il y a le sécutor. Il est un petit peu comme le Myrmillon, mais son casque est plus petit. La crête est plus fine pour moins s'attraper dans le filet. Et ainsi réussir à rester face au Rétiaire, qui est son adversaire. Le sécutor, c'est le poursuivant. Il doit absolument réussir à casser cette distance imposée par le trident. S'il réussit, il peut toucher au corps à corps. C'est une panoplie très technique et surtout très physique. Les combats, ils étaient encadrés par un arbitre, qui est là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible, sécuriser les combattants et les pousser à offrir un beau spectacle. Mais du coup, qu'en est-il des mises à mort? Alors, s'il existe aussi des combats avec une potentielle mise à mort à la fin, c'est rare et surtout très bien encadré. Si l'organisateur du combat veut ce type d'affrontement, il doit tout bien organiser à l'avance. Les gladiateurs vont même toucher une prime double. Alors je vous laisse imaginer, si on a affaire à des gladiateurs alpha, qui touchent déjà un beau salaire, ça peut faire beaucoup d'argent à sortir. C'est pour ça que je vous disais auparavant que la carrière d'un gladiateur, niveau argent, ça peut laisser rêveur. Dans ce type d'affrontement, le but reste le même, offrir un beau combat. Mais nos gladiateurs sont maintenant tels des funambules marchant sans filet. Ils jouent sur le fil du rasoir, et ça le public le sait bien. Ainsi, chaque geste doit être précis. On ressent l'adrénaline et la tension. Le combat en est d'autant plus impressionnant. Maintenant, si nos deux gladiateurs se sont bien battus, aucun des deux n'a voulu poser le genou au sol, l'arbitre peut proposer le stantès missi, le renvoi debout des deux combattants. Mais si l'un des deux tombe, il doit demander la mort. Maintenant, l'organisateur fait un choix. Il écoute peut-être le public, regarde si le combattant a offert un beau spectacle, et si c'est le cas, il peut donner la vie. Mais même s'il donne la mort, ce n'est pas une exécution sommaire. C'est l'ultime offrande. On donne sa vie, on s'offre face au public romain et surtout face aux dieux. Mais ce type d'affrontement avec mise à mort reste très rare. On pense que c'est de l'ordre de 1 voire 2 sur 10. Bon, que peut-on conclure de tout ça? Bien que les chevaliers et les gladiateurs se mettent en scène devant un public lors d'événements dédiés, l'objectif et le contexte social des deux événements étaient complètement différents. D'un côté des nobles, combattant avec un équipement très proche de ce qu'ils utilisent à la guerre, leurs deux fêtes ayant pour objectif à la fois de les entraîner au vrai combat, mais aussi d'asseoir le statut des nobles au sein de la population. Et de l'autre, des professionnels sous la houlette d'un maître, combattant lors de jeux antiques permettant de divertir le peuple romain dans des combats extrêmement codifiés avec un équipement qui n'a aucun lien avec la guerre, mais qui était vraiment prévu pour ce type de combat. Donc voilà, j'espère que ma manière d'aborder le sujet vous aura plu. Avec l'équipe d'Acta, on a essayé de trouver un angle qui soit un petit peu original pour parler de la gladiature, mais aussi des tournois médiévaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Acta Vidéo si vous voulez en savoir plus sur les gladiateurs, mais aussi sur les jeux antiques. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour la chaîne. Et à me rejoindre sur mes différents réseaux. Oui, allô? Si tu veux retrouver Tignaton, il va falloir venir me chercher. Pardon? Mais qui êtes-vous?